John Webster, Le début d'un nouveau monde, et ça parle d'une comment on essaie de construire un village sans l'argent. Voilà. Vous n'avez pas dit le thème, c'était apostrophe. Non, mais moi je trouve ça important de pouvoir aborder certains sujets de façon simple, sans trop prise de tête, sans se demander quel est le background de chaque personne qui va lire, s'il a un master en sciences politiques ou si il a lu l'histoire de l'anarchie 3 fois. Je pense que c'est important d'avoir des lectures qui sont abordables par tous. Voilà. Sinon, on n'y arrivera pas. Parce que ça va rester dans l'élitisme d'entre-soi. Tu pourrais éviter tes réflexes de surclasse. Tu vas te trouver un nouvel ami virtuel. D'ailleurs, si on parle de technologie, non. Mon ami, c'est le smartphone. Non, mais le côté, moi, mon rêve, il est de pouvoir me séparer de mon téléphone portable. Et je me dis que quand j'y arriverai, j'aurai franchi un cap important. Voilà. Madame la députée, Oui. c'est pas une bonne idée, hein, parce que vous avez vu tout ce monde. Comment vous avez découvert la réunion ce soir? Par notre mail contact FA social ou par Twitter ou une autre joyeuseté de smartphone? Parce que c'est super important. Si vous enlevez votre smartphone, là, on remplit plus la salle comme ça. Je ne sais pas. Je suis très honnête, je ne sais pas. Parce que de toute façon, on a aussi à reconstruire notre mode de communication entre nous. Se dire qu'on dépend du téléphone ou de Google pour être 25 ce soir, moi je veux pas qu'on en arrive à cette conclusion-là. C'est-à-dire qu'avant le téléphone portable, on arrivait à motiver les foules, il y avait des meetings avec 600 personnes. Il n'y avait pas de téléphone portable. Il y avait la place du marché pour se passer exactement. Infos, le bouche à oreille. Pourquoi ça marche plus? Les meetings de rue. Les meetings de rue. Oui, mais on était moins lobotomisés qu'aujourd'hui. Oui, mais c'est pour ça le travail, ce travail de propagande, il a été ultra efficace quand même. Hein. Et il ne faut pas le nier surtout. Bouchkine, il parle de ça dans une vidéo, il parle de la vie collective qu'il y avait des gens après le travail, qui, quand ils revenaient chez eux, ils avaient encore une vie collective, sociale, et les familles n'étaient pas dispersées comme aujourd'hui et tout ça. Non mais vous imaginez, avec les bases qu'on a aujourd'hui, la révolution espagnole, elle s'est produite sans live tweet, quoi. Enfin, ils ont réussi en Aragon à faire une confédération démocratique en 1 mois. Ah, mais ils avaient un syndicat majoritaire qui s'appelait la CNT. Oui, oui. Qui n'avait qu'un seul permanent. Qui n'avait qu'un seul permanent. Donc voilà. Rémunéré. Ça illustre tout à fait la capacité oui, ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'il a fallu 50 ans d'éducation populaire pour arriver à ce résultat. J'en suis bien consciente. Mais un jour, il faut commencer. C'est vrai que sur le côté qu'il manque un lieu commun. Donc moi, j'habite à la campagne, donc voilà, et c'est vrai que ce côté-là, que personne ne se retrouve en fait finalement après le boulot. Chacun rentre chez soi, se disperse, etc. Et moi, je fais un petit peu de politique aussi, mais et c'est vrai qu'il y a le côté où il y a pas mal de gens qui viennent te dire, effectivement, il n'y a pas le lieu commun où on peut se retrouver. Et aujourd'hui, la majorité, même de la manière dont sont faites les communes, voilà, tu as un endroit où c'est presque une vie de rue, et en fait la rue, personne n'a envie de s'y arrêter, où il n'y a pas de lieu fait pour se retrouver, pour avoir un endroit commun. Alors, il y a quand même un lieu qui était commun et qui me semblait important, c'était l'église. Fernand Pelloutier avait pensé les bourses du travail. Les bourses du travail, et un des premiers actes fondateurs de la Macronie, ça a été le combat contre les ordonnances scélérates, le CSE, Comité social et économique. Ça a pour conséquence très directe que ça pétera toute existence des unions départementales de l'interprofessionnel, en termes de bénéfices secondaires, pour que les professions ne puissent pas se parler entre eux. Parce que entre les bourses du travail, quand on échange, je crois que c'est Camus qui disait que il faisait le pendant, ce qui fait société, c'est dans la pensée libertaire, c'était la question pour éviter les dérives autoritaires marxistes, c'était la profession et la commune.
la profession et la commune, pour repenser, pour faire en sorte que le monde reste habitable ou vivable, comme le précise Hannah Arendt. Ce qui était intéressant dans cette affaire-là, c'était et avec vraiment un profond respect, c'est-à-dire la différence notable entre les anarchistes et les populistes, c'est qu'il y a un vrai respect de l'instruction publique, de l'accès à la vulgarisation pour tous, à la connaissance. Ça, c'est extrêmement important. Et Peyotti avait fondé l'art social, etc. Il avait cette haute exigence parce que comment il s'appelle la question, c'était comment il s'appelle Adolphe Thiers, le massacre de la Commune de Paris, explique très bien que le peuple, il en sera toujours de trop. Je veux dire, faire en sorte que on soit complètement démunis face à ce qui nous arrive, cette affaire-là est extrêmement organisée. Et moi, je suis éducateur, je bosse auprès des MNA, mineurs non accompagnés, etc. Voilà, on vient d'apprendre que, comme c'est une dépense non obligatoire, les ateliers de jour dans la protection de l'enfance vont fermer, ne seront plus financés dans le 35. Donc c'est une vraie rupture de l'égalité d'accès à l'instruction gratuite obligatoire, etc. Et, y compris, a fortiori, pour les jeunes réfugiés. Je crois que c'est le Suédois Stig Dagerman qui nous expliquait très clairement l'alternative, c'est peut-être de choisir entre être asocial ou inhumain. C'est-à-dire que voilà. Mais par contre, ce qui me semble important, on est en 2019. Mes camarades, est-ce que vous pensez que le sort de nos aînés au sortir de la boucherie de 14-18 était plus enviable? C'est-à-dire qu'on sait que l'histoire est dramatique. L'histoire humaine est dramatique. C'est pas nécessairement une fatalité, mais on est dans la propension. Moi, je suis dans le métier en tant qu'éducateur spécial, j'en ai échangé avec Xavier, où on doit plus dire les difficultés des personnes, les difficultés qu'ils rencontrent. Non, tout va bien, il faut que ce soit très lisse, pour qu'ils sortent très vite des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance. Les personnes en difficulté, on leur accorde 3 mois de contrat jeune majeur, alors qu'avant c'était 2 ans. On remet systématiquement. On sait que la code du code de l'action sociale et des familles permettrait l'aide sociale à l'enfant jusqu'à 25 ans. Aujourd'hui, on les met dehors à 18 ans et 6 mois. Donc c'est en nous disant mais non, mais tout va bien pour ce qu'il aura à faire. De toute façon, c'est voilà. Faut pas trop s'engager, faut pas faire des bilans, faut pas essayer de voir les difficultés rencontrées. Claude, il fustigerait la position de Mandarina des psychanalystes, par exemple, qui sont dans ce déni des besoins des personnes. Et moi, je le vis tous les jours, quoi. C'est-à-dire que quand il s'agit de faire en sorte d'ouvrir des droits, d'avoir accès à des droits, etc., c'est constamment... l'enjeu, c'est Camus qui disait, l'enjeu, c'est quand même que tenter de faire en sorte... les anarchistes ne font pas la politique du pire. Au sens, il ne faut pas nécessairement que le monde se défasse. Prud'homme disait, entre l'ennemi qui fusille et celui qui discute, c'est pas tout à fait la même chose. Ça ne veut pas dire que je cautionne la démocratie bourgeoise et le parlementarisme. Mais l'idée force des anarchistes, c'est quand même la prévalence de l'action sur le logos, la praxis plutôt que le logos. C'est-à-dire qu'ils théorisent, des gens comme Pouget, par exemple, théorisent l'action directe économique plutôt que l'action parlementaire. C'est-à-dire que, et Proudhon le disait très bien, la politique, c'est la science de la liberté. On est éminemment politique, mais on nous vole le fait qu'être politique, on réduit ça au seul parlementarisme. J'avais une formule, j'avais utilisé ça en commission exécutive avec Xavier, c'est-à-dire le parlementarisme bourgeois est à la démocratie ce que la musique militaire est à la musique. Ça se vérifie très souvent, quoi. Là, pour revenir sur l'absence de lieu de débat. Oui, mais
Maison du Peuple, les centres culturels, les MJS, enfin, je veux dire, quand même, MJC. MJC, pardon. MJS, c'est autre chose. Ah, mais je crois que parce que j'ai remis sur le tapis le côté agression sexuelle des MJS, ça me hante. Mais je suis désolée. Là, c'est un vrai travail de SAP très bien organisé que de supprimer partout où il y en avait les lieux de débat, de formation entre nous, de formation continue et de discussion politique. Mais le grand débat. Mais il y a le grand débat. Le grand monologue. D'ailleurs, quand est-ce qu'on y va? Voilà. Le grand monologue. Et c'est très important, et il y a aussi, d'où l'intérêt de s'appuyer sur géographe anarchiste aussi. C'est-à-dire que le documentaire Mamie sur les villes est crucial dans la compréhension petit à petit de cette privatisation des espaces publics, que ce soit en ville ou à la campagne finalement, de façon à ce qu'on n'ait aucun endroit pour pouvoir débattre et pouvoir discuter et se former, etc. etc. Ça fait partie d'un long processus qui n'est pas un hasard, on est d'accord. Et à quel moment est-ce que ça a pu se faire? C'est effectivement quand dans les usines, on pouvait discuter pendant la pause déjeuner, et quand on voit certains docus sur Makhno justement par rapport à l'Ukraine, on s'aperçoit que la pause déjeuner, chacun venait avec ses lectures. On lisait l'actualité et on en parlait d'un point de vue politique. Bah, aujourd'hui, tout est fait pour que vous n'ayez pas la même pause à la même heure que votre collègue. Donc de toute façon, vous n'allez pas pouvoir discuter parce que vous êtes tout seul dans la salle de repas. Ça, c'est très bien organisé aussi. Qu'est-ce qui est bien organisé? Le télétravail. Et c'est parfait, on en revient au Canut de Lyon, on en revient au travail à la maison, qui a été motivé uniquement pour casser le mouvement syndical. Mais c'est le télétravail. Et alors ça peut être la solution. Alors le problème c'est que c'est écolo. Ça permet de ne pas prendre sa voiture pour aller au travail. On va dire, ah, bah alors vous critiquez le télétravail. Mais d'où l'intérêt de certainement avoir des lieux de regroupement des télétravailleurs. Pour contrecarrer la volonté qui est d'isoler de façon à ce que plus personne ne puisse avoir un interlocuteur ou que plus personne ne puisse remettre en question l'ordre moral, l'ordre gouvernemental, on doit trouver des solutions pour finalement casser cette propagande-là et cette fabrique de moutons finalement. On en est là, à la fois de fabrique de précaires, et quand vous êtes précaire, vous allez encore moins vous rebeller puisque vous devez chercher un triple travail. Enfin, c'est... Et à côté, moi je garde si je me dis, c'est qu'il y a une part d'optimisme quand même, mais la question de... Je me dis qu'à un moment donné, on est des êtres sociaux, de fait, et qu'à un moment donné, cette logique-là, elle arrive à un point de butée, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il faille effectivement faire que l'on soit tous éduqués, qu'on soit conscient un peu du monde dans lequel on vit, et qu'on comprenne un petit peu tous les ressorts, c'est qu'à un moment donné aussi, naturellement, je pense que les gens, voilà, on voit le phénomène des gilets jaunes, sur le fait que les gens se retrouvent, découvrent sur les ronds-points, ils arrivent à discuter avec des gens avec lesquels ils n'avaient jamais discuté. Enfin, il y a ça aussi, quoi. C'est-à-dire que les gilets jaunes, ça transpire aussi de ça, quoi, par rapport à... Oui, bah, de se dire qu'il reste plus que les ronds-points, c'est quand même une sacrée image. Non, mais je dis ça parce que oui, effectivement, on a cette sensation-là. Il reste plus que ça. Et, quelle image ça donne finalement de l'aboutissement de 60 ans de casse des lieux de débat public. On a la rue. Juste après, une médiathèque ou une bibliothèque, même pour organiser un débat politique ou amener un film, une vidéo, un truc à machin, c'est un casse-tête, c'est une catastrophe. C'est un parcours du combattant, rien que pour discuter un temps soit plus minute. Même s'il est tout petit. Excuse-moi. Non, mais t'as raison. En fait, je voulais rebondir sur ce qui collectivement se dit. Je trouve ça très intéressant, cette question de d'où on parle en fait. D'où on parle. Et on voit bien, comme vous disiez tout à l'heure, on parle à l'Assemblée, mais finalement on n'est pas entendu. Enfin, du coup, voilà. Je me posais la question, comment
la Fédération anarchiste a entendu parler de vous. Est-ce que c'est sur ce terme d'éco-anarchiste, en fait, que vous l'avez invité? À quel endroit vous avez entendu ça? Enfin, c'est une question que je me pose. Bon, moi, c'était par rapport à la loi, le fait que vous étiez celle qui avait voté. Enfin, c'est là que je vous ai découvert. Ouais, Par rapport à l'état d'urgence? Ouais, l'état d'urgence. Parce qu'on avait fait une manif par rapport à l'état d'urgence. On avait participé à monter un collectif Stop l'état d'urgence. Ouais, Stop l'état d'urgence. Effectivement sur Rennes avec l'autorisation. Et je me disais, tiens, tous les députés sont pas... Il y a quelques tarés, ouais. Et j'étais tombé donc sur vous par rapport à cet aspect-là. C'est intéressant de aussi conscientiser qu'il peut y avoir des lieux où on parle d'anarchie, enfin, ou en tout cas, par exemple, Victorine, on parlait tout à l'heure, elle croit en la propagande anarchiste, enfin en tout cas par l'acte. Aussi, par l'acte. Et le fait de l'être, de le vivre. Oui, c'est ça que je veux dire. Ouais, ses actes et sa parole, ses écrits, au jour d'aujourd'hui, on en parle. Et je trouve essentiel dans notre société où justement on en passe par Internet, par les réseaux, où il y a une mainmise de la parole des dominants, enfin, où justement là on commence à entendre la parole des femmes, par exemple. Mais comment à la fois trouver un lieu où on peut parler, parce qu'on nous prive de lieux pour parler. Bon, aujourd'hui on en a un, c'est intéressant aussi de comment on occupe les lieux. On se parle plus dans la rue, sauf quand par exemple on va en manif, enfin voilà, enfin, sinon il y a les bars, enfin, mais où on se parle quoi. C'est la question qui me vient. Où on se parle, où l'anarchisme se parle. À la pause café dans l'entreprise. À la pause café dans l'entreprise. Au meeting de rue aussi. En fait, c'est super important parce que ça rejoint ce que tu disais par rapport à la privation de lieux de débat. J'ai vraiment vécu, même dans mon premier mandat, où on ne me mettait pas à disposition un cinéma pour faire une projection, la mairie refusait d'afficher, de prévenir les habitants qu'il allait y avoir tel film. Ah non, vous comprenez, c'est politique. Alors s'il fallait que je réexplique que tout était politique, là c'était mort, on en avait pour 10 heures. Mais c'est-à-dire que c'est quasiment devenu un sujet tabou. Ah non, si c'est politique, non, on ne va pas passer là. Ou un cinéma pourtant associatif et qui diffuse des films militants refusait de pouvoir projeter un truc parce que c'était moi qui le demandais. Donc vous vous dites, mais effectivement, c'est à quel moment on va pouvoir commencer à débattre et à parler si, au fur et à mesure, toutes les portes se ferment de ces lieux-là. Et je pense qu'on a à les recréer. Et à la campagne autant qu'en ville. Ça, c'est notre objectif en compagnon à moi. Je préfère le terme compagnon à camarade, mais après, c'est chacun son parcours militant. Mais je pense que notre rêve est de créer un lieu où on va pouvoir parler d'anarchie, on va pouvoir se former, on va pouvoir avoir des conférences, des débats, des réunions, etc. en pleine campagne. Mais c'est la multiplicité de ces lieux-là qui est important. C'est de pouvoir se retrouver ici, de se retrouver finalement à 2 kilomètres plus loin, mais toujours dans Rennes, ou à Plélan-le-Grand, ou n'importe où vous voulez, ou à Calac, mais c'est de dire, on nous prive de ces lieux, c'est pas grave, on va se les recréer. Je veux dire, qu'est-ce qui nous empêche? Je vais faire, je suis athée vraiment profondément, hein. N'ayez crainte. Mais les premiers catholiques se réunissaient dans les caves. Alors, je ne vais pas vous proposer les caves, les catacombes ou... Ah, il y en a eu dans le chat, je ne savais pas. On a un grenier. Non, je ne savais pas. Mais en tout cas, mais attendez, ils se réunissaient aussi chez les uns et chez les autres. Pour le moment, c'est pas encore interdit. Je veux dire, de multiplier ces lieux qui peuvent paraître au départ, bah, comment ça, on va se retrouver chez un tel ou chez une telle. Mais quel est le problème? Je veux dire, il n'y en a pas.
C'est plus pratique ici, parce que vous avez un QG, vous avez une base, vous avez des livres, vous avez des ressources incroyables dans la salle de derrière. Mais finalement, si on réfléchit bien, on peut en parler partout, sauf que professionnellement, on va peut-être nous interdire de le faire. Et bien, c'est pas grave, je vais peut-être laisser traîner un livre sur l'anarchie sur mon bureau un jour, etc. Je disais tout à l'heure, il y a une réhabilitation à faire. C'est-à-dire que, très franchement, même en discutant avec des anarchistes aujourd'hui, la plupart ne le disent pas. D'ailleurs, on peut très bien tomber sur des gens qui farfouillent sur votre vie privée, sur un célèbre moteur de recherche, et découvrent que vous êtes anarchiste, en tout cas que vous vous revendiquez comme anarchiste ou éco-anarchiste, et qui vous font remarquer que vous êtes éco-anarchiste. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas le droit, ça veut dire que c'est pas beau, ça veut dire que c'est dangereux, ça veut dire que je vais poser une bombe sur mon lieu de travail demain, ça veut dire que je vais remettre en question tout le système et que je suis inemployable. Ça veut dire quoi exactement? Il y a une vraie trouille quand même du mot, enfin il faut quand même le reconnaître. Enfin, moi, ma mère, elle m'a dit, ça veut dire quoi exactement? Éco-anarchiste. Ça faisait pas écho. Disons que ça a nécessité quelques heures de discussion et de redéfinition. Ouais, il faudrait quand même revenir sur... qui a dit que les gilets jaunes c'était des anarchistes et ils n'ont pas voulu entendre ça, les gilets jaunes. Ils étaient des anarchistes. Pour critiquer Édouard Philippe, Édouard Philippe, pour critiquer, a dit que les gilets jaunes, ils tombaient dans l'anarchie. Oui, et la réponse a été, ah mais on n'est pas du tout anarchiste. Et c'est quand même curieux comment on peut se présenter comme apolitique, parce que tu parles de politique, oui. C'est très vaste. L'anarchie, ça fait partie de la politique. Oui. Et que, disons, on était apolitique et qu'on était asyndicaliste. Non, mais même François Ruffin a dit qu'il fallait surtout pas tomber dans l'anarchie. Donc, on va ouvrir un débat ce soir sur le sujet, mais dans la définition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la définition d'anarchiste reste encore le côté bordélique, enfin, le désordre et le chaos. C'est évident. On ne va pas non plus tourner autour du pot sans 7 ans. Mais ça a été condamné l'écologie n'est pas l'anarchie par Nicolas Hulot, oui, vous en avez pléthore comme ça de phrases. Alors que justement, j'avais réagi en disant, bah si, justement, l'écologie c'est surtout l'anarchie. Enfin, bon, bref. Dans les tracts de lutte ouvrière, l'anarchie du système capitaliste, ce genre de choses. C'est ça. Toujours assez goûteux. Et là, on peut dire merci, je pense, à ceux qui réhabilitent à travers des documentaires grand public, ou à travers des ouvrages grand public, parce que c'est ce qui va permettre de mettre la puce à l'oreille aux jeunes ou aux moins jeunes qui verront le mot et tout ce qui va derrière, bien évidemment, avec une autre oreille, quoi. Quand on parlait de lieux dans l'entreprise, de livres, on laisse traîner éventuellement. Dans les toilettes aussi, ça marche. On peut en avoir. On va couper plein de trucs là. Et ça me fait penser à des cours il y a 2 ans, là, donc sur le système technicien de Jacques Ellul. Il parlait de la société des loisirs. Et comment je me faisais la réflexion, en fait, en voyant l'évolution d'un comité d'entreprise dans une entreprise, où on est passé de la génération des parents, mon fils était en CGP, ils se battaient pour réussir à ouvrir une bibliothèque où vous pouvez faire des emprunts. Et donc le CE aurait servi à ça. Et aujourd'hui, le CE ressemble de plus en plus à la bonne aubaine pour faire un week-end de thalasso à pas cher, quoi. Je dis pas qu'il ne faut pas se reposer à certains moments, qu'il ne faut pas se faire plaisir. Mais j'ai l'impression qu'on a confondu émancipation et loisir et que ça rend service à certains, quoi. Ah oui, complètement. Voilà. C'est clair. Non, je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne ce que signifie l'émancipation non plus. Hein. Ouais. Et il y a... Comment dire?
c'est Voltairine qui parlait aussi de ça. Pour ça, je vous encourage vraiment à le lire. Mais, que notre société préfère, et elle parlait déjà, on est il y a 120 ans, que notre société préfère le confort à la liberté. Ça, c'est une réflexion que pouvait aussi avoir Ellul de son côté, parce que finalement, qu'est-ce qu'on était prêt à sacrifier pour plus de confort, plus de technique, plus de choses qui vont nous agrémenter dans notre vie, etc. Et il y a vraiment cette réflexion-là à avoir chacun. Et si l'objectif, c'est de ne plus être libre pour aller en thalasso, parce que si je résume, c'est presque ça, ou si je ne dois plus être libre pour avoir mes 2 semaines de vacances, ou si je ne dois plus être libre, finalement, c'est pas grave parce que je peux toujours aller au bar le samedi soir. C'est vraiment une remise en cause profonde de son mode de vie. Et est-ce que je dois continuer à travailler si c'est pour payer finalement, et qu'à la fin du mois, il me reste finalement 150 € pour me cultiver? C'est ça la vie, ou c'est ça, ça s'appelle l'esclavage du capitalisme? Enfin, pourquoi aujourd'hui on retrouve pas mal de jeunes qui décident de travailler juste à mi-temps de SMIC, pour payer juste le nécessaire et pour le reste du temps pouvoir s'occuper soit de son potager, soit de son assaut, soit juste de ses lectures et d'un travail personnel. C'est toutes ces réflexions-là qui m'intéressent, parce que finalement ça veut dire qu'il y a quand même suffisamment de personnes aujourd'hui qui remettent en cause leur mode de vie précédent ou celui de leurs parents, et qui se disent j'ai pas envie de tomber dans ce... C'est pas une routine, on n'est pas là dans ce lavage de cerveau. Je veux exister, je veux pouvoir avoir des choix, être libre, faire ce que je veux dans la vie, et sans uniquement avoir l'objectif de gagner beaucoup. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, enfin, je sais pas, je suis sûre que vous le savez aussi, mais dans les lycées, au moment du choix de Parcoursup et compagnie, vous avez encore énormément de profs qui vont suggérer à un gamin que ce serait bien qu'il choisisse ça parce que ça gagne plus. Et quand vous avez des gamins qui n'ont pas du tout l'intention de tomber dans cette... et qui veulent résister à cette logique de croissance, de consommation, de pouvoir d'achat sans limite, etc., ce gamin doit lutter finalement contre tout un système. Rien n'est fait aujourd'hui pour lui présenter une autre vision du monde, ou de ce que pourrait être sa vie. Il n'y a qu'une vision. Et s'il a décidé que non, parce que avec ses lectures, parce qu'il a discuté avec d'autres, etc., ou parce qu'il a regardé des documentaires qui lui ont fait ouvrir les yeux, finalement c'est pas ça son rêve, et c'est pas ça ce dont il rêve pour sa vie, il a intérêt à être super costaud pour lutter contre ce système-là. Et il y a de quoi devenir fou aussi, surtout si on n'a personne à qui parler. D'où l'intérêt et d'où l'importance des lieux de débat, ou des lieux où on va pouvoir exprimer ses doutes et reconstruire, et construire une autre société. Et là, c'est pas juste, je ne suis pas du tout dans l'utopie quand je dis ça. Pour moi, quand je compare les collectivités d'Aragon, que je regarde ce qui se passe au Rojava, on est complètement dans le concret là. On est dans des zones qui se ressemblent énormément, même si elles sont à 80 ans d'écart. On est sur des sites, des lieux de guerre. On est dans des régions avec des milices qui se battent. Et dans les deux situations, on a une construction démocratique à l'arrière du front. C'est remarquable. Par exemple, il y a plus de féminisme au Rojava qu'il y en avait en Espagne. Enfin, je dis ça en passant. Elise McGoldman, ou Murray Bouskin, ou George Orwell. Mais oui. Ces exemples-là doivent nous porter pour se dire qu'on est finalement, peut-être, et je l'espère, capable de montrer un autre modèle et de le commencer localement. Parce que rien ne nous en empêche, en fait. Le modèle de Saillon, tu en penses quoi de ce début, de cette tentative-là? Alors, j'y suis allée plusieurs fois, et ça m'intéressait énormément, parce que j'ai pas dit, mais... Alors, Saillant, c'est un village dans la Drôme de 2200 habitants, qui, aux dernières élections municipales, avait fait une liste citoyenne,
C'était au début pour lutter contre l'installation d'un supermarché là-bas. Finalement, ils ont fait une élection sans candidat. Sans candidat pour être maire. C'est-à-dire que voilà, ils ont décidé entre eux de qui serait finalement le ou la plus à même d'être maire, et ils ont vraiment essayé de faire un travail de construction de programme le plus participatif possible. Si on interroge les gens à Saillant aujourd'hui, les habitants, je ne suis pas sûre qu'ils vont tous vous dire c'est super génial. Maintenant, je pense que c'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue. Chacun après met ses méthodes, met sa façon de construire localement. Tout dépend du contexte et tout dépend des personnes motivées. Mais la base du municipalisme libertaire, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment la construction d'assemblées locales, qu'elles aient pour but ensuite de remplacer un conseil municipal ou pas. C'est-à-dire que là encore, il y a une question sur l'élection, on doit se poser la question de l'élection. C'est-à-dire que Bourchine et sa compagne Jeannette Biel, qui a fait le livre sur le municipalisme libertaire en 2015, n'ont pas tout à fait la même vision des choses. C'est-à-dire que on n'est pas obligé finalement de passer par l'élection pour construire une assemblée locale qui va prendre des décisions. Ça pousse aussi à la réflexion sur est-ce qu'on doit vraiment passer par le vote pour réaliser une vraie démocratie directe locale. Du coup, c'est couplé avec le lieu. Voilà. Voilà. Mais Saillant, pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à Saillant, effectivement, ça a été emblématique de pas mal de lieux. Et après, je pense que chacun, finalement, le plus important est de créer un début d'assemblée locale quelque part. Voilà. La façon dont vous le faites, après, c'est tout à fait. Il y avait alors je ne connais plus le nom de l'auteur, mais peut-être que Jean-Pierre, mais c'était un auteur qui devait être dans l'urbanisme, enfin qui avait écrit un bouquin et qui expliquait, en fait, c'était la question de l'échelle, c'est-à-dire la notion il y avait une échelle à partir de laquelle personne, tout groupe perdait la main sur leur propre vie, quoi. Donc il évoquait vraiment la question d'une échelle. Donc là, on parle de la commune, mais souvent, parce qu'on a effectivement, dans les échanges qu'on peut avoir avec les gens, c'est comment est-ce qu'on peut faire avec un territoire, enfin, ils prennent le territoire tel qu'il est aujourd'hui, c'est organisé, 66 millions d'habitants, enfin, donc évidemment, là, il faut changer de logiciel, il faut dire, on éclate le territoire, il est plus jacobin, il est organisé différemment, c'est des petites unités, tant du point de vue de la production que du point de vue de l'habitat, enfin voilà quoi. Tout ça, c'est à repenser. C'est pour ça que je parlais des géographes tout à l'heure. Oui, parce que, et de l'urbanisme, parce que ça a un impact énorme sur la pensée anarchiste aussi, la façon dont on conçoit l'organisation territoriale. J'ai coupé, excuse-moi. C'est Olivier Ray, question de taille. Ouais, ça va être ça. Ouais. Mais je crois que tout le monde en a parlé. C'est-à-dire que tu as plein d'auteurs qui ont parlé de cet échelon. Quand je parlais du Rojava tout à l'heure, c'est-à-dire que les Kurdes, ils peuvent très bien décider que la rue, c'est la commune, quoi. Après, personne n'est allé leur dire non, c'est pas ça, l'échelon, le bon, etc. Non, on est dans une rue et tout le monde a envie de s'impliquer. On est déjà 20, on va avoir un délégué qui va nous représenter à la confédération des autres communes, de toutes les communes. Là, je disais que Bourchine avait limité à 100 000 habitants la taille d'une ville où on peut raisonnablement vivre. Mais même ça, pour lui, je pense que c'est à la taille du quartier que ça se discute. C'est évidemment impossible de faire une vraie démocratie locale directe à 100 000 habitants, c'est déjà beaucoup trop. Il ne faut pas non plus imaginer qu'avec le vote électronique, on va arriver à résoudre tous les problèmes. Moi, je suis... même si ma spécialité, c'est le numérique, j'ai été tout à fait opposée au vote électronique, et pas seulement pour les aléas techniques, ça peut être hacké sans problème, pour le résultat, mais aussi par le fait que c'est physique, quoi. On parle de relations humaines, on ne parle pas de relations virtuelles. Ça fait 2-3 fois qu'on parlait de lieux qui sont physiques. En quoi pour vous le fait que le vote se fasse de façon électronique, que les discussions se fassent avec Twitter, c'est là que vous avez connu, qu'on était capable de traiter. En quoi c'est problématique? Est-ce que c'est moins une discussion parce qu'elle est faite entre deux personnes qui ne se voient pas? Et que quand vous proposez qu'on vous enlève, qu'on vous séquestre, qu'on vous soyez député à Rennes,
Ah, c'est vous. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que cette discussion est la réponse que c'est vous vous m'avez la donnée séquestration. Oui, en fait, sur Twitter, je suis pas sûr que ce soit un espace de discussion. Aujourd'hui, Discussion, en je mettrais fait, j'ai un doute. Mais ce qu'on fait, moi j'ai discuté hier, enfin il y a des gens avec qui sur Twitter que j'ai jamais vu de ma vie, certains qui ne discutent plus et que je n'ai jamais vu, ne verrai jamais. Et j'ai discuté hier pendant des heures, non pas trop frais la gueule, mais j'ai discuté hier avec des gens que je connais pas, qui connaissent des gens que je connais. C'était une discussion qui n'avait aucun sens, mais j'ai discuté de choses sérieuses et de choses pas sérieuses sur Twitter, avec des gens que je connais. Et on peut déplier une pensée sur Twitter, on peut déplier une pensée, je sais pas. Parce que